Donc, nous sommes de retour pour cette seconde partie de matinée. Il y a donc Ludivine Aliendis, qui est docteur en sociologie, qui n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui car elle soutient un oral dans le cadre d'un concours, mais elle a tenu à participer à ce colloque pour restituer en fait sa publication qui porte sur le robot et le corps du robot. Parce qu'effectivement, je me suis interrogée de savoir si on pouvait considérer que le robot avait un corps. Et donc, Ludivine Aliendis s'est posé la question, le robot a-t-il un corps, du corps biologique au corps robotique? Donc, je vais vous faire un partage pour diffuser la vidéo de Madame Aliendis. Alors, bonjour. Je m'excuse de ne pas pouvoir être présente aujourd'hui parmi vous, mais à l'heure à laquelle vous m'entendez, je suis en train de passer un oral blanc dans le cadre d'un concours. J'ai malgré tout le plaisir, à l'invitation de Madame Cohen, de partager avec vous la présentation que je vous aurais faite de vive voix si j'avais pu être présente. Alors, pour commencer, mon travail s'appuie sur une ethnographie réalisée durant ma thèse de doctorat en sociologie et menée auprès d'informaticiens et de roboticiens de laboratoires universitaires français de 2016 à 2018. Les réflexions que je vais vous présenter sont le fruit d'observations et d'échanges avec celles et ceux qui travaillent sur les systèmes intelligents et la robotique humanoïde. Les robots, qu'ils soient humanoïdes ou non, se distinguent des intelligences artificielles par leur corps et leur matérialité. Le corps est un élément essentiel à leur définition et à leur existence en tant que robot. Cette importance du corps se retrouve dans les questions de droit et d'éthique en robotique, mais aussi dans la façon dont les roboticiens conçoivent ces robots. Il n'y a pas de robot sans corps. Mais que veut dire posséder un corps? Être incarné. Qui plus est, que signifie avoir un corps robotique? Le corps du robot est un corps purement technique, bien différent des corps biologiques que les êtres vivants incarnent. Quel rapport au monde cela construit-il? Pour apporter quelques éléments de réponse à ces questionnements, nous proposerons dans un premier temps de voir comment le corps du robot est pensé et conçu par les roboticiens. Puis, dans un second temps, nous nous pencherons sur la façon dont ce corps robotique va s'intégrer dans le monde social et ce que cela comprend. Donc, dans un premier temps, quel corps pour le robot? Le robot, contrairement à une IA, dispose d'un corps qui lui permet d'interagir avec son environnement. Ce corps peut être le support de la construction de son intelligence. Il prendra une certaine forme selon ce qui sera attendu de lui, mais aussi selon ce qu'on projette sur lui, les normes sociales du monde dans lequel il est censé s'intégrer. À cela s'ajoutent bien sûr des contraintes liées aux matériaux qui le constituent. Le corps est ce qui permet d'agir dans et sur le monde, d'interagir avec le monde. Le corps rend visible, il permet d'attraper, de toucher, il tombe, il sent, et tout cela construit le rapport au monde, tout cela construit l'intelligence. C'est du moins le postulat que font un certain nombre de roboticiens en travaillant sur la robotique incarnée, l'intelligence du corps. Alors que la robotique a été dans un premier temps un support physique pour une intelligence artificielle complètement désincarnée, où tout était programmé par avance, la robotique incarnée pense le corps comme élément essentiel au développement de l'intelligence. Non pas parce qu'il permet de protéger le support de l'intelligence, mais parce qu'il est la matière première du rapport au monde. Penser le corps du robot, c'est potentiellement faciliter la tâche des algorithmes d'apprentissage, faciliter l'insertion du robot dans le monde et modifier sa façon de percevoir, d'être et d'agir dans cet environnement. Pour agir de manière intelligente, le robot doit posséder de nombreux capteurs, visuels, tactiles, etc. Les problématiques posées par le monde physique imposent au robot de posséder certains récepteurs placés sur le corps selon des besoins techniques ou selon des choix esthétiques ou anthropocentrés. Ces capteurs vont permettre au robot d'enregistrer des informations, puis de les analyser et via une programmation appropriée d'agir intelligemment. Dans cette perspective, c'est bien par le corps que se développe l'intelligence, par son interaction avec le monde. Le corps du robot est bien différent de n'importe quel corps biologiquement constitué. Il se construit selon un certain nombre de besoins liés à ses déplacements dans l'espace, à son interaction avec l'environnement ou à des contraintes physiques, voire à des normes. L'accident nucléaire de Fukushima en 2011 et le DARPA Robotic Challenge organisé à sa suite, de 2012 à 2015, ont permis l'émergence de nouvelles normes en robotique, notamment pour ce que les roboticiens appellent la robotique d'intervention.
Ces robots ne doivent pas forcément être humanoïdes, mais ils doivent pouvoir intervenir sur des zones aux environnements complexes, chaotiques, puisqu'il s'agit d'environnements qui font suite à des catastrophes naturelles ou technologiques. Les épreuves du DARPA Robotic Challenge ont défini finalement un certain nombre de normes que devaient suivre les roboticiens dans la construction et la programmation des robots qui devaient participer à l'épreuve. Ce sont les 8 que vous avez affichés ici sur la diapositive et qui devaient donc être réalisés par les robots qui participaient au challenge. Le robot doit ainsi intervenir dans un environnement et interagir avec des éléments déterminés par la forme du corps humain. Ces contraintes vont imposer une certaine forme au corps du robot, une base corporelle qui est humanoïde, même si elle peut être plus ou moins augmentée. L'environnement humain, l'utilisation potentielle de matériel, d'objets fabriqués par et pour les humains, vient déterminer la forme que peut prendre le robot afin d'être le plus autonome, le plus adaptatif et le plus universel possible. La forme humaine est considérée comme la forme universelle dans un environnement taillé à l'échelle de l'humain. Mais cette forme humaine n'a en réalité rien d'universel et est basée sur certaines normes, sur une certaine vision du corps et sur une certaine vision de ce qu'est un être humain. Dans les sociétés occidentales contemporaines, la forme humaine apparaît comme participant grandement à l'intégration au sein de l'humanité ou de quelque chose en rapprochant. Est-ce suffisant? Une telle question interroge les capacités qu'a le monde occidental à intégrer des formes de vie non anthropomorphes dans son système de reconnaissance. La forme humaine apparaît ainsi essentiellement non pas seulement parce qu'elle permettrait la forme humaine, pardon, apparaît ainsi essentielle, non pas seulement parce qu'elle permettrait une meilleure intégration matérielle du robot au monde physique, mais aussi parce permet au robot d'être défini comme un agent, peut-être un agent humain ou presque humain, qui va permettre sa reconnaissance et son intégration dans le monde. Cette forme humanoïde est définie comme une forme bipède, ce qui sous-entend l'exclusion de l'humanité des humains non bipèdes, voire d'autres humains qui ne correspondraient pas à ce qui est attendu. Le corps du robot met en avant ses critères d'inclusion, bipédie, taille, bras, etc. Les critères d'inclusion finalement à ce qu'est l'environnement humain, à ce qu'est l'humanité. Cela laisse entendre qu'un robot qui doit pouvoir agir dans un environnement humain doit pouvoir agir selon des normes sociales et corporelles bien spécifiques, et donc avoir un certain corps, avec une certaine taille, certaines capacités physiques, etc. Ce ne sont bien sûr pas des éléments auxquels pensent les roboticiens en tant que reproduisant des inégalités ou renforçant ces inégalités, mais c'est pourtant le risque qui se présente par une reproduction inconsciente de ce qui est normal et donc impensé. Si la forme anthropomorphe apparaît rapidement, c'est bien parce que l'environnement dans lequel nous évoluons suit une forme de vie particulière, faite pour permettre une certaine vie humaine. C'est bien la reproduction de normes humaines qui se fait en robotique, processus de reproduction qui vient renforcer ces normes exclusives. Dans la vision des roboticiens, ce corps anthropomorphique a l'avantage de permettre la réalisation de tâches plus variées qu'une machine ultra spécialisée et évite la modification de l'environnement, et donc les coûts supplémentaires d'une telle modification. L'anthropomorphisme a par ailleurs une fonction rassurante, l'usager potentiel étant face à une forme connue avec laquelle il sait comment interagir. Geoffrey Becker précise que l'anthropomorphisme est cependant limité à quelques points spécifiques. Il met en avant une continuité entre le modèle humain et le robot humanoïde. Continuité qui n'est pas une imitation pure et dure, mais aussi une prise de liberté. Il souligne cependant plusieurs éléments qui se retrouvent chez l'ensemble des robots anthropomorphes et qui marquent cette continuité. Pieds, mains, bras, jambes, torse, tête, carte mère située au niveau de la tête, à l'image du cerveau, chez nombre d'êtres vivants. Fonctions motrices situées dans le torse, comme la moelle épinière et le tronc moteur chez l'humain, etc. Ces éléments de ressemblance avec l'humain sont complétés par d'autres éléments plus pragmatiques pour permettre au robot d'interagir avec son environnement, comme des capteurs supplémentaires. Ainsi, si la forme humanoïde reste primordiale pour une machine d'intervention qui doit utiliser et interagir avec du matériel conçu pour l'humain moyen, obligeant une continuité entre forme humaine et forme robotique, d'autres éléments peuvent être ajoutés au robot pour lui permettre de mieux se débrouiller et de mieux agir dans son environnement. Troisième jambe, un troisième bras, des capteurs laser, etc. C'est un autre corps qui se crée à partir de la forme humaine, et un autre corps, c'est potentiellement une autre vision du monde, une autre façon d'agir avec le monde.
La forme humaine ne limite pas la forme du robot, même si elle la détermine en partie. Dans la grande famille des robots humanoïdes, nous trouverons donc plusieurs types. Donc l'humanoïde, bien sûr, c'est-à-dire une tête, deux bras, un torse, deux jambes, à l'image de Nao. Le semi-humanoïde, on garde la tête, le torse et les deux bras, mais on remplace les jambes par un socle sur roue qui permet au robot de conserver un meilleur équilibre. C'est le cas, par exemple, du robot Pepper. On retrouve les géminoïdes. Ces robots sont des copies conformes des modèles humains originaux. L'exemple le plus connu étant le géminoïde du professeur Ishiguro. Et un quatrième type de robots humanoïdes qui sont les super-humanoïdes. Donc la base de la forme du robot reste celle de l'humanoïde, mais potentiellement on peut lui ajouter effectivement un bras supplémentaire, une troisième jambe, des pieds sur roue, etc. Ces différentes catégories donnent l'impression d'une classification de valeurs, une forme de progressisme entre les robots qui les classifient selon un jugement de valeur dont la forme humanoïde est la base. Ainsi, certains corps sont plus valorisés que d'autres, même chez les robots. La forme anthropomorphe, parce qu'elle est présentée par les roboticiens comme la plus à même de répondre et de s'adapter à un environnement construit à la taille de l'humain, parce qu'elle correspond à l'idée que les sociétés occidentales contemporaines se font d'une vie qualifiée et ainsi permettrait d'être reconnues, cette forme humanoïde est valorisée. Dans un second temps, ce corps qui permet au robot d'interagir dans un environnement humain fait sens pour les potentiels humains qui interagiront avec lui, mais a aussi des sens. Et c'est ce dont nous allons parler maintenant. Donc, le corps du robot n'est pas neutre. Il a une forme particulière, comme nous l'avons vu, et il s'inscrit dans un cadre culturel particulier. Ainsi, du sens va lui être donné. C'est pas juste qu'il a des capteurs qui lui permettent de ressentir son environnement, mais on lui donne du sens. Le robot, parce qu'il dispose d'un corps, émet de l'information. Une information que nous pouvons interpréter et en fonction de laquelle nous pouvons agir. La forme du corps est un élément qui semble déterminant dans la possibilité que le robot soit reconnu comme interactant, mais elle n'est pas suffisante. Ainsi, il faut savoir que les roboticiens réfléchissent en amont à la question de l'interaction entre le robot et un usager potentiel. Ils tentent de réaliser et de programmer des robots qui ont des comportements qui leur permettent d'être compris dans le cadre d'une interaction, que les attitudes du robot correspondent à ce qu'il est, c'est-à-dire un robot, mais qu'il soit compris par les êtres humains, ils doivent correspondre à des normes issues de la société dans laquelle les roboticiens souhaitent intégrer ce robot. Pour être compris comme un interactant potentiel, mais aussi pour que ce qu'il exprime soit compréhensible et créer une interaction qui se maintienne, le robot doit répondre à des normes, doit avoir un corps, une voix, des comportements en correspondance avec ce qui est attendu, au risque de déranger ou de provoquer de la répulsion. La problématique de l'intégration des robots est si prégnante aux yeux de ceux qui les programment que souvent sont éliminées toute réflexion sur la reproduction aveugle de ces normes. Le robot révèle ainsi l'importance du maintien et du respect des normes sociales dans la société de manière générale. La programmation du robot est faite par des humains qui imaginent des interactions possibles entre le robot et le public. Le robot est programmé pour que l'interaction se fasse le plus naturellement possible. Il y a ainsi une reproduction des codes sociaux et des normes intégrées par les programmeurs. De la même manière qu'il y avait une continuité entre la forme humaine et la forme robotique, il y a une continuité sur le plan des normes. En se basant sur la connaissance de la société dans laquelle le robot doit s'intégrer et dans laquelle il vit généralement, les roboticiens présupposent des comportements et des réactions de l'usager potentiel face au comportement du robot. Ils jouent finalement un jeu de questions-réponses en se basant sur leurs propres expériences. Ils programment ainsi des comportements, des réponses attendues, intelligibles et logiques, selon les normes qui parcourent la société de ces chercheurs et de ces robots. Au risque de paraître absurde ou encore menaçant, le respect de ces normes par le robot semble essentiel pour celles et ceux qui les programment. Outre le fait qu'un corps permet de percevoir son environnement, il est aussi un lieu d'expressivité. Un robot peut exprimer quelque chose. Son corps peut produire quelque chose comme du sens, comme une action ou encore un comportement.
Le corps est un des éléments qui permet au robot de s'exprimer, d'être vu et de produire un certain type d'informations qui pourront être interprétées comme l'expression d'états internes, réels ou non. Le corps du robot lui permet d'agir comme s'il était intelligent, d'exprimer des comportements qui peuvent être perçus comme intelligents. Que cette intelligence soit réelle ou pas, importe finalement très peu, puisque c'est bien la réception par l'usager qui va déterminer si un comportement est interprété comme intelligent ou non. Entre ici en ligne de compte la capacité du robot à se faire comprendre. La difficulté pour les roboticiens est donc de trouver quels sont les éléments qui permettent qu'un comportement soit compris par l'usager de la manière voulue par les programmeurs. La question de l'intention et de la réception. Une forme de corps composée d'organes expressifs reconnaissables selon des critères anthropomorphes, yeux, bouche, membres supérieurs, permet probablement une expressivité plus évidente à interpréter pour un être humain. Celui-ci ayant plus régulièrement l'habitude de s'entretenir avec ses pairs, et donc d'interpréter une forme proche de la sienne. L'anthropomorphisation du robot permet plus facilement de s'imaginer un type de réponse que le robot peut donner par sa mise en mouvement. Son expressivité est a priori similaire à la nôtre, car son corps semble similaire au nôtre. Les robots Nao et Pepper utilisent ainsi différents éléments de leur corps pour exprimer des intentions, voire des émotions. Comme on peut le voir sur les petits gifs ici, leurs yeux changent de couleur en fonction de leur ton de voix, une lumière tourne autour de l'œil pour signaler que le robot est à l'écoute, etc. Les robots sont capables d'envoyer des signaux paralinguistiques, généralement utilisés dans les interactions entre humains. Parmi ces signaux, on retrouve les gestes, les expressions faciales, la variation de la tonalité de la voix, l'orientation du regard ou la posture. L'utilisation de cette palette de signaux participe à l'expressivité du robot et peut permettre de faciliter l'interaction avec lui. Le robot s'inscrit dans un monde physique et social par son corps, pouvoir être expressif et éventuellement être compris. Le robot a besoin d'être intelligible dans le cadre de la société dans laquelle il évolue. Pour pouvoir interagir avec un robot, il faut bien sûr comprendre qu'il s'agit d'un robot, mais aussi savoir vers où diriger sa voix, où se situent les caméras pour que le robot nous capte, mais aussi comment interagir grâce au langage naturel ou par l'écrit, qui sera ensuite transformé dans un langage que le robot comprend, comme des langages de programmation. Le but étant, bien sûr, que tout le monde puisse utiliser un robot sans avoir besoin de savoir programmer. Il s'agit donc de faire en sorte que le robot s'intègre dans un monde physique et social qui est déjà bien défini. Ainsi, pour être intelligible, une vie doit répondre à ce que l'on connaît de la vie, ou du moins à ce qui est défini comme appartenant au domaine vivant. Ces connaissances sur la vie sont à la fois déterminées par les sciences, mais également par le politique. Le robot, pour être compris en tant que robot, mais aussi en tant que partenaire potentiel, doit répondre à un certain nombre de normes, une certaine conception de ce qu'est la vie, qui lui permettront d'être identifié et reconnu. Que le robot dispose d'un corps est donc primordial pour qu'il puisse exister dans le monde, c'est-à-dire interagir et agir, être un existant. Par ailleurs, la forme du corps du robot est déterminée par la forme de vie dans laquelle se développe le robot et dans laquelle celui-ci doit s'intégrer. Il est étroitement lié à la forme de vie humaine, même s'il s'en distancie et potentiellement la modifie. La forme anthropomorphe du robot, parce qu'elle est similaire à la nôtre, nous aide à saisir les potentialités, les possibles, les comportements de celui-ci. Mais bien que la forme humaine du robot le fasse exister selon des modes qui nous sont proches, la façon dont ils peuvent appréhender le monde reste radicalement différente de la nôtre et par conséquent inaccessible à notre entendement. Il semble essentiel de le saisir pour comprendre et appréhender la multiplicité des formes qui peuplent notre environnement, pour sortir de l'anthropocentrisme qui fait de l'humain la mesure du reste du monde. Saisir l'ontologie différente des robots, même anthropomorphes, est un moyen d'accéder à l'appréhension d'autres modes d'existence que le mode humain, et amorce éventuellement une réflexion sur l'établissement d'un monde plus juste et plus inclusif. Merci beaucoup pour votre attention et bon colloque. Au revoir.